On donne la parole à Jean-Marc Bast de Rouen pour une conférence sur la programmation et le pilotage des interventions chirurgicales. Effectivement, alors là, il y a beaucoup d'outils. Alors, comment faire le tri quel est le plus efficient? L'équipe de Rouen de hockey est très bonne, hein, si je me souviens bien. Je vois hockey, bon, tu vois. Oui, effectivement. Vous avez le tournoi sur qui aussi? Oui, c'est moi celui-là. Ah, ils sont plus jeunes. Monsieur le Président, chers confrères, je vous remercie de m'avoir invité pour cette petite dissertation chirurgicale qui est un peu loin en fait de mes thématiques, mais enfin on s'intéresse à tout. Alors je vais essayer de faire quelque chose d'assez large. J'espère que je ne suis pas hors sujet, parce que c'est un sujet qui est quand même un peu compliqué quand on lit le titre. Alors en préambule, il y a un message, c'est la préparation égale sécurité, qualité, performance. Et on va essayer de décliner ce message principal. J'aime beaucoup cette phrase qui, on a pu le voir avec la présentation du neurochirurgien, c'est « All things are created twice ». On voit bien que le neurochirurgien, il travaille dans son bureau, et puis il arrive avec sa clé USB, il branche sur son robot Rosa, il prend ses électrodes, et l'intervention se fait. Alors, avant de parler de la programmation et du pilotage, il faut bien comprendre l'environnement chirurgical en 2018. Les lois du travail ont changé avec le repos compensateur, les 35 heures, la modification des établissements, les regroupements, les certifications, la tarification de l'activité, la mutualisation des équipes et matériels, les nouvelles technologies, les patients, les exigences sociétales, le parcours patient avec l'ambulatoire. Alors, dans ce nouvel environnement, on essaie bien sûr souvent de faire l'analogie avec l'aéronautique. Alors, piloter, c'est programmer. Effectivement, piloter, c'est organiser des vols, organiser un plan de vol, organiser son équipe, organiser son équipage, gérer une crise, mais c'est aussi se former, c'est aussi évaluer, c'est aussi assez technologique, mais aussi très non technologique. Et alors, opérer, qu'en est-il? Voici le plan que j'ai essayé de détailler sur cette dissertation chirurgicale. La programmation préopératoire, la planification opératoire, le briefing opératoire avec les checklists et les temps de vol, le pilotage préopératoire, technique, non technique, en situation de crise, le débriefing chirurgical, l'évaluation des pratiques. Alors la programmation opératoire, oui, pourquoi dans un monde pliomorphe et centralisé, on est sorti du monde des équipes avec les petits blocs opératoires d'une salle ou deux, on rentre maintenant dans des grands blocs avec bientôt le plus grand bloc en France, européen, je ne parle pas au monde européen bien sûr, à Rennes avec 55 salles sur un même plateau technique, là, vous voyez, avec une programmation centralisée. Il y aura peut-être de l'intelligence artificielle pour la programmation, probablement. Tout ça pour vous dire que les plateaux techniques sont mutualisés, les programmations sont centralisées. On mélange des chirurgies réglées, standardisées, avec des chirurgies plus ou moins lourdes et complexes. La chirurgie ambulatoire a été sortie, mais il faut aussi pouvoir accéder aux plateaux techniques qui sont lourds. La chirurgie peut être multidisciplinaire, elle est extrêmement spécialisée, mais pour certaines zones, il faut opérer à 2-3 équipes. La chirurgie universitaire, je ferai petit aparté, avec des programmations qui doivent être adaptées, car évidemment, l'objet, c'est l'innovation, la chirurgie plus lourde et la formation des jeunes. Et enfin, la chirurgie d'urgence, qui, elle, est assez complexe dans tout ce qui est programmé, puisque, par définition, elle est urgente.
Alors pourquoi la programmation? Tout simplement pour améliorer la sécurité, améliorer les performances, améliorer la qualité de vie au travail aussi, et tout ça avec bien sûr une notion de rentabilité. Alors les 5 règles que j'ai retrouvées de la programmation, qui sont des règles simples à suivre, il faut bien sûr respecter la planification. On ne change pas les programmes. On essaie de respecter les vacations accordées. Alors bon, ils insistent beaucoup sur le fait que les programmations soient faites la semaine d'avant. Évidemment, c'est plus simple. Et je dirais même que c'est quasiment réglementaire. Et il est réglementaire d'avoir au cours de ce stade de programmation le chirurgien et l'anesthésiste. Ça, c'est réglementaire. Elle est contrôlée, elle peut être réajustée évidemment. Chaque fois qu'on réajuste, ça peut poser des problèmes. Pourquoi? Puisqu'il faut accueillir des malades, il faut du matériel, il faut des équipes. Vous voyez, dès qu'on commence à mettre le doigt dans la programmation, c'est un métier d'ingénieur presque, plus que de chirurgien. Enfin, le chirurgien doit être intéressé par ça. Et il préconise d'avoir une programmation la semaine d'avant, le vendredi. Alors, je vous donne ici un exemple, sans rentrer dedans, sur un planning fait par un coordinateur de bloc opératoire. On a finalement des choses qui sont assez précises et qui permettent à la fois de faire une programmation détaillée, mais aussi de faire de la recherche et de l'évaluation, avec peut-être des référentiels par intervention, ce qui est un peu l'objectif, c'est-à-dire d'essayer de standardiser les gestes, mais ce qui n'est pas si simple. Alors c'est quoi un plateau technique moderne? C'est un plateau technique qui est polyvalent, mutualisé. Alors il y a intra et extra, c'est-à-dire quand on parle de programmation opératoire, il y a ce qui va se passer dans le bloc opératoire, mais ce qui va se passer à l'extérieur du bloc opératoire. L'acheminement du matériel, l'acheminement des malades, le personnel. Un point particulier sur les plateaux techniques. Évidemment, on parle beaucoup de technicité, de technologie, qui a un coût, puis on se retrouve avec du matériel que l'on doit partager. Et partager du matériel, ça demande une certaine éducation, c'est pas simple, et ça demande de l'organisation. Alors vous voyez ici, si vous voulez développer une salle hybride, une seule équipe ne peut pas fournir une salle hybride. Une seule équipe ne peut pas travailler avec un OARM, ou avec un Zygo, ou avec un robot Rosa par exemple. Une seule équipe ne peut pas travailler avec le robot XI, en tout cas c'est compliqué. Donc il faut partager et donc programmer. Un point sur la chirurgie universitaire par rapport à la chirurgie libérale. Évidemment, je considère ça de manière globale. Évidemment, il y a moins de standardisation puisque les opérateurs sont souvent plus nombreux et plus jeunes. Les indications sont moins standardisées avec des temps opératoires qui sont variables et pas toujours faciles à planifier. Ce qui pose évidemment des problèmes réguliers dans les blocs opératoires de CHU, en partie à cause de ça. Le développement des nouvelles technologies. Il faut comprendre qu'à l'heure actuelle, les parcours de soins changent, les durées d'hospitalisation diminuent, mais les temps opératoires ne diminuent pas forcément avec l'avènement de la chirurgie mini-invasive. On a plus de technologie, plus de planification, ça prend parfois plus de temps avec des résultats qui sont meilleurs, mais cette donnée de l'augmentation du temps opératoire doit être prise en compte dans la réflexion de l'innovation clinique. Et puis évidemment, il y a les enjeux qui sont différents pour la formation. On estime entre 15 et 20% de temps supplémentaire, je pense que c'est même peut-être plus. Un point sur la chirurgie ambulatoire. La chirurgie ambulatoire, finalement, ça pourrait être un critère de qualité d'un établissement. À l'heure actuelle, en France, 45% des gestes sont réalisés de manière globale en chirurgie ambulatoire. Certaines spécialités, c'est 95% l'ophtalmo. La chirurgie cardiaque, ça doit être 1%, l'ablation de tube d'acier. Mais vous voyez, le objectif dans les hôpitaux universitaires est de 45%, on atteint 35, 36, 37%. On nous impose ce switch vers l'ambulatoire, qui est une chose qui est à mon avis pertinente, d'avoir comme ça des tutelles qui nous imposent certaines choses parce qu'autrement on ne bougerait pas. Mais c'est quand même compliqué dans le fonctionnement actuel. Alors, pour faire ça, il faut simplifier les pratiques et il faut réduire les moyens. Le développement de la chirurgie ambulatoire a aussi, je crois, un impact positif sur la chirurgie conventionnelle avec le développement de la RAC, qui vient évidemment de cette culture de la chirurgie ambulatoire. Maintenant, on va passer sur un environnement un peu plus chirurgical qui est la planification opératoire, c'est-à-dire de la programmation aussi. Alors, je donne un exemple ici de quelques photos de mon ami Stéphane Deray au CHU de Rouen, qui fait de la stimulation, mais aussi de l'enregistrement. Et ce qu'il aime à dire, c'est qu'il arrive au bloc avec sa clé USB et il a déjà fait la chirurgie dans son bureau. Bon, évidemment, vous voyez, ensuite, il a son robot, l'OAR, ça devient très technologique. Alors, un autre exemple, qui est plus personnel, c'est la segmentectomie pulmonaire, qui est une intervention qui est en train de se développer en chirurgie devant le dépistage de lésions de plus en plus précoces. Donc, on sort du N2, mais sur des petites lésions.
Et vous voyez, on peut, en staff préopératoire, une semaine avant, préparer l'intervention avec des reconstructions 3D, et notamment étudier bien sûr les variations anatomiques qui sont constantes quand on commence à aller sur le segment. Voilà. Donc voilà, on est sur de la planification, de la programmation de l'acte chirurgical. Le briefing opératoire, là maintenant on rentre dans le bloc opératoire. Et là on parle de gestion d'équipe, de sécurité, de performance. Le pilotage, qu'est-ce que c'est pour un chirurgien? Finalement, c'est de respecter les procédures et le développement des procédures. Je souhaiterais ajouter un mot ici à l'Académie de chirurgie, car dans les blocs en France, on n'atteint pas encore 100% des checklists HAS, ce qui est finalement presque un scandale quand on sait que les publications ont été réalisées en 2003 dans New England et qu'on est encore en train de demander si dans les certifications, les établissements ou les équipes chirurgicales réalisent la checklist. Le chirurgien doit être le pilote de cette checklist. Il doit imposer de réaliser une checklist, même si ce n'est pas lui qui l'a fait, si c'est l'infirmière qui est la responsable. C'est essentiel. Voilà ici la publication par un chirurgien qui finalement révolutionne la chirurgie, non pas par sa main, mais par son esprit, qui est Atul Gawande, qui considère que la chirurgie est un métier d'expert et que les experts ont besoin d'être aidés. Et la checklist est une aide. Il décrit l'erreur de l'ignorance et l'erreur de l'inaptitude. L'erreur de l'ignorance, quand on ignore, on ignore. Mais quand on sait et qu'on ne fait pas, ça c'est un autre problème. Alors voyez ici, experts need help. La checklist peut aller encore plus loin. On a parlé du patient au bloc opératoire, mais en fait, la chirurgie, c'est un parcours. C'est un patient en dehors de l'hôpital, qui arrive à l'hôpital, qui arrive au bloc opératoire et qui sort. Et les Hollandais sont très en avance sur cette checklist, sur les procédures à suivre. Alors évidemment, on sort de l'art chirurgical qu'on a pu rêver quand on était plus jeune, mais enfin, le résultat est là. Regardez. Quand on implémente une checklist à l'entrée, une checklist à l'entrée du bloc, une checklist avant l'incision, une checklist à la sortie, on a ce résultat, 27% à 13% de complications en moins, mortalité de 1,2% à 0,8% sur 5 hôpitaux hollandais. Une chose importante aussi, c'est qu'on parle de procédure, on parle d'établissements mutualisés, mais pour que les gens puissent fonctionner ensemble, il faut développer des qualités qui ne sont pas forcément naturelles, les qualités qu'on appelle les qualités non techniques. Alors, quand on ouvre la porte des NOTEX, c'est un monde un peu ésotérique au départ, mais qui est un monde extrêmement pertinent. Alors, vous voyez, les grandes sociétés, la grande société européenne, par exemple, de chirurgie thoracique, a lancé l'an dernier un curriculum sur ces qualités de communication, de coordination, de leadership, de situation awareness, de prise de décision. Tout ça finalement pour fonctionner dans ce nouvel environnement de programmation, de pilotage. On sait aussi que l'entraînement en équipe a un impact aussi sur la mortalité, mais s'entraîner en équipe, c'est aussi maîtriser toute cette partie non technique. Alors, on va parler un peu plus maintenant de la main, avec le pilotage chirurgical. Alors, ça peut être aussi ça le pilotage chirurgical. Je vous donne un exemple ici qui me concerne, c'est la chirurgie de lésions multiples pulmonaires de conservation. Donc on va commencer par l'évaluation préopératoire avec cette reconstruction, ce planning que l'on fait. Donc là vous avez l'histoire d'un homme qui a 65 ans, je fais juste un peu de clinique maintenant, qui a eu un premier cancer il y a 12 ans, deuxième cancer avec une métastase contralatérale, de la radiothérapie, il est suivi pour 3 lésions d'évolution lente, on est sur des pathologies finalement avec une épidémiologie et une évolution qui est un peu différente des cancers qu'on connaissait. On a un scanner et on va faire une planification. Alors là c'est un logiciel qui s'appelle Visible Patient, que vous connaissez puisque c'est une spin-off de l'IRCAD, qui développe des modélisations 3D et qui permettent de planifier avec une qualité que n'ont pas les autres concurrents, c'est de pouvoir voir en transparence dans le parenchyme pour bien évaluer l'anatomie. Alors ici, on va faire le planning et on va se rendre compte que l'on peut faire, pour essayer de conserver une partie du poumon quand même, puisqu'il y a déjà une lobectomie, on va pouvoir planifier, discuter ensemble, en équipe, au cours du staff, la chirurgie la plus adaptée pour ce patient. Alors vous voyez, là on n'est pas dans la standardisation, on est dans la chirurgie finalement sur mesure, et donc elle demande d'être programmée, elle demande d'être discutée.
Alors, on peut se servir aussi de cette unification, ensuite, comme vous allez le voir, pour piloter en paire opératoire. C'est de l'assistance. Alors, on a parlé de l'assistance avec l'IA, mais il y aura l'assistance avec l'imagerie, l'assistance de la main avec le robot, et cette assistance cognitive avec les checklists, avec le... Alors, je vais avancer un peu, c'était juste pour vous montrer la planification et en paire opératoire, le pilotage paire opératoire de l'image. Donc, le chirurgien va être assisté, non pas voilà, avec une superposition d'images, mais ce qu'on appelle la réalité virtuelle, à la différence de la réalité augmentée, qui est une autre aventure. On y arrivera, bien sûr. Il y a beaucoup de travaux là-dessus en chirurgie hépatique. Chirurgie pulmonaire, c'est un peu plus compliqué. Et vous voyez, on peut comparer CD avec une image. Alors, maintenant, le pilotage de crise, parce que la chirurgie, c'est aussi savoir gérer une crise. C'est pas forcément de la chirurgie toujours extrêmement fine. On peut avoir des plaies, des choses graves. Alors, il faut apprendre à gérer une équipe, et une équipe multidisciplinaire et interprofessionnelle. Et pour ça, il y a une technique qui est la simulation d'équipe dans le cadre de scénarios complexes. C'est un outil pédagogique extrêmement puissant qui devrait être, je crois, incorporé dans toutes les formations chirurgicales modernes. Alors on voit bien que, encore, Atul Gawande de Harvard préconise d'utiliser cette checklist de crise en cas de situation de crise, comme dans les hémorragies, les arrêts cardiaques, les désaturations. Alors je vous montre ici un exemple de scénario d'équipe que l'on fait, nous au CHU de Rouen. Pour quelles raisons on fait ces simulations d'équipe? Parce qu'on se retrouve confronté à de la technologie, à des équipes mutualisées, à de la chirurgie à risque, et donc, à un moment donné, on a eu besoin de travailler en équipe et d'améliorer nos pratiques. Alors vous voyez, c'est de la simulation avec du briefing, un scénario complexe, du débriefing. Et juste pour vous montrer ce que c'est que d'opérer au robot et d'avoir une plaie. Alors vous voyez, là, c'est le pilote, il va falloir qu'il gère aussi à la fois de la technologie, mais une équipe en situation de crise, à distance, puisque la chirurgie robotique est à distance du malade. Alors là, c'est une chirurgie pour une segmentectomie, et on cherche la veine V1, on ne trouve pas, parce que dans ce cas de figure, il n'y a pas eu de programmation préopératoire. Vous voyez, une première déviation, on n'a pas respecté la procédure, je ne rentre pas dans les détails de ce non-respect, mais comme quoi, pas de respect de la procédure, on cherche cette veine, on ne la trouve pas, mais enfin on a une bonne image, on est immergé dedans, et on essaie de disséquer le long de la gaine. On va disséquer cette veine, voilà, tranquillement. Ah, une petite plaie. Et là, il faut comprendre ce que c'est. Est-ce que c'est une plaie de la veine? Est-ce que c'est une plaie de l'artère? Il faut préciser les choses à son équipe. C'est ce qu'on appelle la connaissance de la situation avant de prendre une décision. Est-ce que la décision là est de convertir? Est-ce que la décision est de comprimer, de réfléchir? Là, quand on a une plaie comme ça en chirurgie thoracique, on appelle un ami, puisque c'est une plaie des gros vaisseaux. Systématiquement, ça fait partie de la procédure. Puis on essaie de comprendre. Vous voyez, là, à ce moment-là, je pense que c'est une plaie latérale de la veine, donc j'essaie de la clamper pour la réparer. Et puis, c'est pas une plaie latérale de la veine, vous voyez. Et ça va très très vite. Et là, le pilote, il est à sa console et il faut qu'il dirige son équipe, et il faut qu'il lance la procédure. Et donc, on n'est plus dans la programmation classique de bloc opératoire, mais on est dans un pilotage chirurgical nouveau, qui s'apprend dans des situations de stress. Alors là, ici, vous voyez, l'objectif, c'est le contrôle. Là, évidemment, la plaie est grave. On va arrêter la procédure robotique, on va convertir, mais on va convertir dans des conditions de sécurité, on va prendre le temps, on va déclencher une checklist d'urgence. Alors le débriefing fait partie finalement d'une chose importante aussi dans le pilotage, c'est transmettre. Les informations doivent être partagées entre les équipes médicales et paramédicales, et c'est là qu'il y a beaucoup de problèmes dans nos établissements. Il faut qu'elles soient claires, simples, écrites, souvent factuelles et non affectives. Elles sont signées ou co-signées, donc je vous signale que dans la checklist HAS, il faut signer à la fin. Et quand on signe, il y a toujours quelque chose. On a souvent oublié un petit détail. Alors je parle des emails parce que c'est vrai que l'email est un moyen de transmission qui est utile et qui est à mon avis essentiel. Ces transmissions permettent aussi d'optimiser le travail et je mets un petit mot sur les ruptures de stage parce que souvent quand on transmet, souvent on est interpellé. Dernier point concernant le pilotage finalement, c'est les retours d'expérience. Il faut passer d'une culture du blame and shame à la culture juste. La culture juste, c'est la culture de l'aéronautique. C'est la culture où
on amène ces erreurs sur la place publique et on les débriefe avec des méthodes particulières et on apprend par l'erreur. En médecine, on est encore un peu sur le schéma justement de cette culture blâmante. Et donc évidemment, il faut changer toute cette culture pour apprendre ensuite. Alors, les bases de données sont essentielles comme indicateur personnel de son activité, mais aussi comme benchmarking avec ses confrères. Et dans ces cas-là, ensuite, on peut modifier les programmations, on peut modifier le pilotage. Voici le cercle vicieux finalement de la chirurgie moderne, planification, opération, évaluation, et on revient toujours aux mêmes choses, c'est préparer. Alors en conclusion, j'ai commencé cette dissertation par All things are created twice, but the surgeon only gets one chance. Je dirais plutôt All things are created twice, but the patient only gets one chance. Et pour terminer cette présentation, cette dissertation, j'avais envie de vous parler de ma vision de la chirurgie moderne, que j'appelle le respect. Parce que le mot est important, c'est d'une part parce que c'est un mot où il y a de la communication et de la coordination entre les équipes. Alors le R serait pour robot, ou technologie finalement, le E pour éducation initiale, mais aussi continue, S pour sécurité, simulation de simplification, et le P pour programmation et pilotage, le E pour évaluation, essai, le C pour cognitive, les aides cognitives comme les checklists, l'imagerie, la téléchirurgie, le T pour l'équipe, l'entraînement en équipe. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation bien académique et bien réfléchie. Je vous félicite vraiment pour ce travail qui est très large et qui retrace bien un peu tous les problèmes qu'on a dans les blocs opératoires, les nouveaux blocs, on en parlait tout à l'heure à l'entrée, avec une mutualisation des équipes qui ne sont pas obligatoirement les équipes dédiées ou celles qui connaissent parfaitement la spécialité. Donc on est toujours dans une situation qui n'est pas absolument optimale dans ce domaine. Est-ce qu'il y a des réactions, des commentaires? Oui, Jacques. Oui, c'est formidable. On prend toujours l'aviation comme modèle. La seule différence entre l'avion et le bloc, c'est qu'au bloc, vous avez une équipe que vous connaissez, tandis que dans l'avion, lorsque le pilote arrive, il ne connaît pas son équipe, ce n'est pas une équipe qu'il a choisie. Donc il faut effectivement que l'organisation soit absolument parfaite. Donc je pense que la différence est là quand même. Elle est importante en ce qui concerne le problème de l'aviation. Puis d'autre part, il y a tout le problème de toutes les checklists, parce qu'il n'y a pas une checklist. La checklist la plus importante, c'est celle du bloc, effectivement, qui permet de régler pas mal de problèmes. Mais au niveau de l'aviation, il y a différentes checklists. On voit bien quand on va dans une cockpit, on voit bien comment ça se passe. Et de plus en plus dans le parcours du patient, il faut maintenant faire des checklists de patients aussi pour les différents actes, les différents gestes et les différentes parties du parcours. Voilà, c'est ce que ça m'inspirait. Oui, je crois que si je peux répondre à votre commentaire, l'aviation est un système ultra sûr, comme en médecine d'ailleurs, mais ils ont accepté depuis très longtemps les procédures. Ça fait partie de leur génome. C'est pas le nôtre encore. Et donc il faut l'apprendre. C'est sûr que c'est pas simple, hein, parce que, je vous dis, cette checklist HAS a été publiée en 2003, l'HAS en 2012, et on est encore en train, dans les certifications, de dire que les checklists ne sont pas faites, et notamment dans les blocs d'urgence. Et donc il faut acculturer le monde médical, le monde chirurgical, à ce système, ces procédures qui finalement sont obligatoires. Il faut l'apprendre, voilà. Mais ça prend du temps. Moi, je voudrais faire une réflexion à propos de la checklist. Nous, on s'est livré à une étude bibliographique par rapport à l'efficacité de la checklist. Checklist per se, soit que la checklist, ce n'est pas obligatoirement ce qui augmente la sécurité. Ce qui augmente la sécurité, c'est d'une part de la faire correctement, parce qu'il y a beaucoup d'établissements où on coche de façon tout à fait mécanique, et d'autre part que la checklist soit entourée d'un ensemble de mesures de culture sécurité. Donc ça, je pense que c'est pas que la checklist, c'est un ensemble d'une philosophie qu'on a d'augmenter la sécurité. Oui, je partage complètement votre avis, c'est un état d'esprit. Dire si effectivement on a un état d'esprit où la checklist ne sert à rien, on la fait mal, on se sent obligé de le faire. Nous, on appelle ça le briefing.
préopératoire. Donc on rentre en salle et on dit voilà, un time out, on fait le briefing, et dans le briefing, on explique, on se projette un peu, on communique avec l'équipe. On essaie de mettre l'équipe sur la même page. Voilà, ça c'est un système qui est bien connu dans l'aéronautique, ça s'appelle le share mental, je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, c'est américain, mais enfin bon, pour être on the same page, sur la même page, au même moment. Et donc il faut des temps comme ça où les équipes se retrouvent. Et ça s'apprend. Et si on le fait finalement, c'est assez agréable que la checklist soit antique. Je partage complètement toute votre analyse. Je voudrais rejoindre un peu Jacques Caton. Je voudrais vous faire faire une réflexion, et je vous invite à lire ces ouvrages, sur la différence entre un système compliqué et un système complexe. L'avion, c'est un système compliqué, et ça a été construit par l'homme, donc il connaît l'ensemble de la machine. Grande différence qui reste encore. Vous avez la chance, vous faites déjà une chirurgie pulmonaire qui est déjà une chirurgie. Parce que les chirurgies ne sont pas toutes les mêmes. Alors il y a déjà les plus forts, c'est les orthopédiques. Je le dis pour vous parce que vous êtes peut-être les plus réglés. Ensuite viennent les pulmonaires, et plus on avance, plus c'est. Et je trouve, si vous voulez, qu'il y a quand même un problème de phénomène aléatoire dans un bloc opératoire, qui pour le moment, alors dans les débats que j'ai eu avec Maresco, c'est ça le sujet. C'est est-ce que par la mise en boîte dans l'informatique de milliers d'interventions, on résoudra l'ensemble des phénomènes et on les connaît pas, puisqu'on aura l'intelligence artificielle. Il m'a toujours répondu, Maresco, il dit si je mets 6252 voire 1 million de cholécystectomies, le robot saura la faire. Le problème, c'est qu'il y aura peut-être un jour une artère hépatique qui ne sera pas tout à fait la même que les autres. Okay. Ça, c'est un vrai débat. Le deuxième débat, je trouve, dans cette réflexion entre le système complexe et le système compliqué, c'est ce que dit très très bien Jacques Caton, c'est la différence entre le terme d'équipe et d'équipage. Et dans les avions, il n'y a pas une équipe, il y a un équipage. Dans les blocs opératoires, et je le sais parce que je le dis comme tout le monde, c'est-à-dire que je me tourne vers vous, les chefs de service, un matin vous arrivez, vous ne connaissez pas les penseuses, par exemple. À la limite, on pourrait presque arriver sans connaître même l'aide opératoire, la penseuse. Je pense que vous êtes quand même suffisamment maniaque et vous dites « merde, c'est encore Bernadette qui m'aide aujourd'hui, j'aurais préféré que ce soit Simone ». Je ne sais pas si vous dites ça, mais je veux dire. Donc c'est des vraies réflexions de la vie quotidienne. On partage changer de tableau. On partage toutes, les noms ne sont pas les noms. Et donc je veux dire par là qu'il y a, quand les All Blacks font un essai, ils ne jouent pas, c'est pas un équipage. Le gars qui joue le pilier droit, il ne joue pas le pilier gauche, au moment où ça va passer, même s'il fait une faute, s'il ne prend pas le ballon, il marque l'essai. Enfin, il prend le ballon, il marque l'essai, même s'il n'est pas à sa place, c'est exactement le débat qu'il y a sur Winston. Le pilote, il a atterri, il n'a pas obéi. Donc je veux dire par là, je crois qu'il faut faire ça, c'est indispensable, j'avoue, ce que vous avez marqué fondamental, parce que si c'est pour faire la checklist, c'est le problème aussi des listes d'ouverture de salle chez les anesthésistes. Alors, je crois que depuis 30 ans, nous les blancs, là, on exerce la chirurgie, on a un problème considérable. Mais il y a un moment où il y a ce que Laurent de Gosse appelle l'éloge de l'erreur, il y a un moment où malheureusement, et là c'est là où il y a quand même l'expérience, la dextérité qu'on vous a très bien vu, là dans le milieu de tampon. Vous imaginez, il a été interne chez Christian Cabrol, qu'on savait mettre le doigt. On ne faisait pas de checklist, mais on mettait le doigt. Donc je veux dire, il y a une vraie, je crois qu'il faut faire ça, c'est la procédure, mais je ne pense pas qu'on puisse totalement le comparer dans un système complexe à un système compliqué. Vous avez évoqué la gestion des blocs opératoires et la formation. Alors effectivement, c'est un vrai sujet, ça. Mais est-ce que vous ne trouvez pas bizarre que dans ces salles d'opération, les chirurgiens seniors ne puissent pas avoir un contact avec les chirurgiens les jeunes qui font leurs premières interventions? Maintenant, il y a une caméra partout. Alors, je sais ce qu'on va me dire. On va me dire une caméra en salle d'opération, mon Dieu, on va pouvoir tout enregistrer. Non, mais je parle là de formation. Moi, j'ai connu des séances où il y avait un jeune qui faisait cette opération et qui n'avançait pas. Il était en difficulté. Il n'appelait pas. On respectait cette difficulté. Mais du coup, finalement, c'est dommage, puisque à la fois, il pourrait communiquer facilement avec un chirurgien senior en gardant la main. Il ne s'agit pas de... Ou à l'inverse, le senior pourrait voir que ça traîne et que c'était dans la difficulté et s'adresser à lui. J'ajoute que ça peut aussi avoir un intérêt purement formateur de voir l'opération qui se passe. Moi, pour répondre à ça, je ne trouve pas ça acceptable de ne pas appeler son chef. Et d'ailleurs, dans le service, ça fait partie des procédures. On a acculturé tous les jeunes. Quand on a une difficulté, on appelle quelqu'un, on n'a pas de problème avec ça. Moi, j'appelle mon chef quand j'ai un problème. Et dès qu'il arrive, d'ailleurs, ça fait partie de la formation, je crois, d'apprendre. Nous sommes d'accord que
C'est comme ça que ça se passe habituellement. Sauf qu'il y a parfois Oui, non, il y a les temps morts, il y a des structures qui sont très grandes. Et donc pour se déplacer, c'est long. Je ne parle pas d'urgence, hein, je parle de formation au quotidien et du temps de salle d'opération. Enfin, vous voyez, j'ai l'impression que c'est pas quand même ce qu'on a appris. Les chirurgiens, en très longtemps, voulaient, par culpabilité, réparer leurs erreurs. Hein. Je suis pas sûr que ça soit si naturel que ça, mais... Ça arrive, ça arrive. Mais d'abord, je voudrais te remercier pour ta dissertation, que je trouve très éloquente. Et je suis très content de ta vision sur cette dernière diapositive, parce que tout le monde dit que la médecine du futur, ce sont les technologies innovantes et la technologie. Et je crois que tu montres très bien, pas du tout. Ce sont effectivement, au contraire, tous les facteurs non techniques. C'est-à-dire le travail en équipe, l'évaluation, l'éducation initiale et continue. Et moi je crois que il faut que vous regardiez bien ça. Voilà. Et les nouvelles technologies, c'est annexe. On apprend à les manier. Le reste, c'est essentiel. Jacques, tu vas dire la dernière question, on est parfaitement dans les horaires. Oui, le maillon faible de tout le système, c'est la programmation d'ailleurs, c'est en rouge là. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de problèmes, notamment avec les checklists, etc. L'erreur, ça vient souvent de la programmation, et vous avez parlé d'ingénieurs pour régler ce problème de programmation, pour programmer. Je pense qu'il faut que les chirurgiens participent à la programmation, parce que je crois que les problèmes arrive lorsque les chirurgiens ne participent plus à la programmation, et c'est là où il y a des imprévus et il y a des choses qui se passent. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'espère que vous avez compris que pour moi, le chirurgien doit faire partie de la programmation. En tout cas, ça fait partie de son métier. Donc quand j'ai parlé d'ingénieur, c'était parce que je disais que les choses se complexifiaient et donc il fallait probablement un support. Voilà, les métiers support, c'est ce qu'il y a dans les hôpitaux à l'heure actuelle. Et ça fait partie, je crois, de l'essence d'un chirurgien, de savoir planifier, programmer correctement. Voilà. Donc je partage complètement votre avis. Merci beaucoup. Donc, je pense que maintenant on va passer au moment chaud de la journée, qui est la remise des prix. C'est le président, c'est le rôle du président. Par le président. Je pense qu'il y a ici comme c'était Tout d'abord, je voudrais vous remercier d'être tous là. C'est toujours difficile de déterminer un prix, parce que quand il y a un prix, il y a des gens qui n'ont pas de prix. Ça, c'est quelque chose qui est toujours pénible pour un jury. Je voudrais remercier tout d'abord, je ne sais pas si elle est encore là, mais les laboratoires qui nous ont aidés, en particulier, je crois que Béatrice, oui, elle est là, voilà, Béatrice Hénaud d'être venue des laboratoires Johnson & Johnson. Je veux remercier la Camille qui nous aide, qui est le Computer Assistant Medical Information. Remercier l'équipe de Lyon, SAMSEL, si on le prononce comme ça, qui participe également pour donner des prix. Et enfin la CHAC, que vous connaissez tous, qui est un assureur de beaucoup du système d'hôpitaux. Alors le prix, ça a été difficile, mais le jury, voilà comment ça se passe. Les membres de l'Académie reçoivent les nominés qui ont été retenus ici aujourd'hui et déterminent un certain nombre de notes pour chaque dossier, et tout ça est impartial le plus haut point possible, en sachant que, comme je vous l'ai dit, noter un étudiant, déjà c'est pas facile, noter un étudiant sur dossier c'est encore plus difficile, mais il n'y a pas d'affect, il n'y a pas de subjectivité. Alors on attribue aujourd'hui 5 prix. Et le premier prix sur ce qu'on appelle le Grand Prix de la recherche clinique a été attribué curieusement à un absent, mais son travail a été présenté par Esther Rogers. C'est le traitement combiné des malformations artério-veineuses cérébrales en un temps étude pilote prospective. Alors, parce qu'on regarde ces prix, nous ne faisons pas comme dans certains endroits où on met le prix au suivant. Là, donc, le prix, c'est vous aurez raison. Alors, le prix junior de la recherche en chirurgie cancérologie est attribué à Léa Fat, qui est là, et je vous félicite à titre personnel pour ça. Je rappelle qu'elle a fait un travail où on combine de la chirurgie, de la technologie, et puis j'espère que ce ne sera pas de votre compagnon de travail qui lui fait de l'épithélium qui aura le prix suivant, mais j'en sais rien, n'a pas encore déterminé.
Voilà, encore bravo. Le prix d'innovation médico-chirurgicale assisté par ordinateur, eh bien, ça a été notre dernier orateur du jour, Clément Baumgarten, qui a vraiment fait un travail d'égo, je le vois plus, et lui, il est là. Effectivement, c'est assisté par ordinateur, mais ça met en jeu toute cette réflexion qu'on a actuellement sur l'intelligence artificielle. Je crois que c'est un moyen d'utiliser l'intelligence artificielle de toute façon tout à fait exceptionnelle, et qu'un cerveau humain ne saurait pas faire tout seul sans l'aide de l'ordinateur. Le prix de la maîtrise des risques en chirurgie, je le cherche, il doit être là, c'est Alexandre Roux. Oui, parce qu'on trouve que votre travail est extrêmement intéressant. Je rappelle que c'est l'analyse et la prévention des risques chirurgicaux liés à la dépose d'une chimiothérapie in situ lors de la chirurgie des glioblastomes supratentoriels. C'est un travail tout à fait original, sur lequel a même ouvert un débat pour des chirurgiens généraux que nous sommes, parce qu'on a relancé le débat sur la chimiothérapie intrapéritonéale, et le jury a retenu votre travail et on félicite. Et enfin, pour l'innovation pédagogique, c'est le travail de Romain Hossein-Ponsari qui a été retenu pour son projet pédagogique sur l'enseignement de la chirurgie maxillofaciale avec la description des fractures faciales dans un environnement 3D. Il est encore là. Non, il est parti. On le félicitera pour vous. Et je vous remercie tous d'avoir participé. Je suis désolé pour ceux qui n'ont pas eu de prix, parce que je trouve que tous les travaux qu'on a entendus aujourd'hui, même si j'ai dû m'absenter 2-3 fois, sont vraiment exceptionnels. Et je vous demande même, au titre de président de l'Académie et de mon prédécesseur Dominique Franco et de mon successeur Xavier Martin, de faire savoir autour de vous que ces prix seront maintenus par l'Académie, car c'est quelque chose auquel nous sommes très sensibles. Et cette année, les prix ont même été récompensés par quelque chose qui nous a fait extrêmement plaisir, puisque 4 lauréats des années précédentes ont pu présenter leurs travaux à l'Académie de médecine, qui souvent considèrent les chirurgiens comme des manuels. Et lorsqu'ils ont vu la qualité scientifique des travaux qui ont été présentés, ils ont compris que la chirurgie moderne n'est pas qu'une chirurgie manuelle, et que depuis le simple bistouri et le ciseau, on a vraiment évolué. Ça n'empêche pas qu'il faut continuer à savoir opérer, j'y insiste lourdement. Je vous invite au verre de l'amitié, c'est ça, mon cher secrétaire général. Et d'ici, on va l'avoir ça, qui est là. Et encore merci d'avoir été là pour cette journée.